Aujourd'hui, je suis avec Souad Gargari, une entrepreneure passionnée qui met les femmes à l'honneur. On vous parle de sororité, on vous parle de prendre sa place, on vous parle de prêt-à-porter féminin, on vous parle de savoir-faire marocain et français. Vous allez voir, c'est passionnant. Hello et bienvenue dans Toute Délideuse, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Oberlé, coach professionnel, psy et auteur de Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences, je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Alors bonjour à toutes les leaders. Alors aujourd'hui je suis avec Souad Gargari, la créatrice de la marque Swag, qui est une marque de prêt-à-porter et de sur-mesure. Alors bonjour Souad. Bonjour Catherine. Ça va bien ? Ça va très bien, merci. Je te remercie d'ailleurs de m'inviter, de m'accueillir dans ton émission. Je suis ravie d'être avec toi. Oui, avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, on va parler de prêt-à-porter, donc on va parler de mode, on va parler de ce projet que tu as lancé, qui est un magnifique projet. Alors, j'aime bien la petite phrase qu'on retrouve sur ton site, qui dit « Une nouvelle vision de la mode mêlant savoir-faire français et artisanat marocain et des vêtements éthiques et luxueux pour un style chic et décontracté. » Waouh, ça donne envie, ça, hein? Donc, Oui, pour moi, merci. j'avais envie de t'inviter dans ce podcast qui s'appelle Toutes des leaders, parce que pour moi, tu représentes quelque chose de la femme engagée qui a osé se lancer dans sa passion et créer une marque de vêtements donc dédiée aux femmes. Alors, je dirais peut-être même plutôt aux femmes actives. On verra tout au long du podcast un petit peu ce qui t'a donné envie de faire ça, quel est ton why, quelle est ta motivation, et on va échanger justement là-dessus. Mais d'abord, j'aimerais te poser une question, parce que ça m'intrigue quand même. C'est vrai que tu as eu un changement de parcours. Donc, comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'on devient créatrice de mode? Et surtout, de quel milieu, en fait, tu viens? Et qu'est-ce que tu entendais dire autour de toi sur les femmes, sur ce qu'une femme avait le droit de faire ou pas? Quels sont ces messages subliminaux, tu sais, qu'on entend quand on est une petite fille? Oui, là, il y a beaucoup de questions en une. Effectivement, donc moi déjà, j'ai grandi en Corrèze et puis j'ai suivi un cursus normal, un standard. J'ai fait des études commerciales. J'ai étudié, on va dire, très dur à l'école pour pouvoir obtenir des diplômes et puis pour pouvoir avoir une carrière professionnelle qui nous assure la sécurité. Donc petite, c'était il faut travailler, il faut vraiment bien s'accrocher. Donc il fallait très bien travailler à l'école. J'avais tout de suite compris qu'il y avait ce système un peu aussi de récompense, le fait de ramener des bonnes notes, on était plus reconnus. Il y avait une certaine reconnaissance des parents et puis ensuite après de la société et puis en grandissant, j'ai eu les diplômes et puis après les diplômes, je voulais obtenir un poste qui me permettait de m'épanouir professionnellement, qui me permettait de m'émanciper. Et donc en fait, j'ai intégré, on va dire, un groupe une société qui fabriquait des machines industrielles laser, dans laquelle j'ai évolué plus d'une dizaine d'années, et ce qui m'a permis un peu de gravir les échelons. Et puis là, c'est vrai qu'on arrive à un moment de notre carrière où on fait un peu le bilan et on se dit mais qui on est en réalité, parce que depuis petite, effectivement, on a des injonctions, donc on fait en fonction de ce que les autres attendent de nous. Et je me suis rendu compte, moi, en tout cas, à un moment je suis arrivée à un âge et à un moment de ma carrière où je me suis aperçue que je faisais surtout pour les autres et faire plaisir aux autres. Et puis le type d'études, le type de tâches, le type de travail. Et puis je me suis posée, puis je suis revenue à mes passions d'enfant, c'est-à-dire le dessin. Et je dessinais énormément petite. Je dessinais énormément quand j'étais enceinte de mes 3 filles. Et puis ce sont des choses que je rangeais dans les placards, et une fois que je repartais au travail, hop, comme un soldat, j'oubliais tout ça. Et puis en fait, je suis arrivée à un moment où j'avais un plafond de verre, où j'avais envie de développer toute la créativité qui brûlait en moi.
Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de suivre une formation de stylisme et pour vraiment confirmer en fait cette passion que j'avais. Et puis je me suis aperçue que voilà, je suis tombée dans la marmite. J'ai adoré ça. J'ai dit c'est ça que je veux faire. Donc j'avais quand même travaillé en tant que styliste en parallèle de la société dans laquelle je travaillais. Donc j'étais salariée et auto-entrepreneur pendant 3 ans. Et puis après j'ai décidé de me lancer à mon compte et de prendre ma vie en main. Donc en fait c'est ça, c'est ce petit déclic de me dire non, je prends ma vie en main avec mes propres choix, mes propres décisions. Ok. Donc pour toi, le plafond de verre, c'était plutôt dans le développement ou dans la découverte de qui tu es toi. Le plafond de verre, lorsque je parle de plafond de verre, c'est que j'avais évolué dans un secteur très masculin, au milieu d'hommes, et je suis arrivée à un niveau professionnel où on ne me nourrissait plus intellectuellement et professionnellement. Et je sentais en fait, j'avais l'impression d'être une lionne en cage. Voilà, je tournais en rond comme ça, comme je disais justement à mon ancien boss, je me disais voilà, j'ai fait le tour, le pourtour, le détour, le contour. En fait, j'ai faim, quoi. Et ce poste me permettait plus voilà d'exprimer toute cette créativité que j'avais au fond de moi et puis en fait c'est là où j'ai compris que il fallait que je lance mon projet et ce projet effectivement était ces dessins que j'avais enfermés dans un placard depuis plus de 17 ans maintenant et en fait j'ai décidé de retravailler tous mes croquis, toutes mes silhouettes et de développer mon projet. Magnifique, hein, super. Et alors, qu'est-ce qui te motive au-delà de ça, de réaliser ta vie, d'aller, enfin, vers ton destin de femme aussi? Je sais que l'autre fois, quand on a préparé cette interview, tu m'as donné des pistes aussi, hein, sur ce qu'on appelle ton why, hein, ce qui te motive. Moi, j'aime bien dire ce qui te donne des ailes aussi. Je sais que tu es très engagée aussi dans tout ce qui est faire travailler les femmes et notamment les femmes au Maroc aussi et les aider à devenir C'est ça. indépendantes. En fait, quand j'ai créé ma marque de vêtements, après c'est un peu le côté, pardon, c'est un peu le côté qu'on a lorsqu'on on travaille au sein d'une société, on est très formaté, enfin quand j'ai très formaté dans le sens où je suis restée très technique quand j'ai créé ma société. C'est-à-dire que je me suis aperçue que c'était bien plus qu'un simple vêtement. On crée une marque, on entend voilà, la créer une marque de vêtements, donc c'est la énième marque de vêtements. Sauf que je me suis aperçue en développant ma marque de vêtements, ça dépassait la simple création textile. Et en fait, je me suis aperçue que mon why, justement, c'était lorsque j'étais, par exemple, j'avais fait la connaissance de Fatima, une femme qui confectionne à la main des galons, c'est-à-dire enfin les sortes de galons, c'est ce que c'est de la passementerie, c'est ce qu'on voit voilà sur des vêtements traditionnels et c'est ce que j'utilise d'ailleurs sur mes tailleurs. Et puis elle avait fabriqué son propre métier à tisser, elle travaillait toute seule, elle vivait seule dans une maison modeste avec sa mère, elle vivait de cet artisanat et elle s'occupait en parallèle de sa mère. Et quand j'étais auprès d'elle et puis que voilà, je l'interrogeais, je lui posais plein de questions, elle chantait, elle était heureuse, elle était épanouie et puis en même temps elle nous faisait vivre sa passion artisanale. Et à ce moment-là, ça m'a énormément émue parce que j'ai trouvé mon why. Je savais que mon why c'était ça, c'est-à-dire c'était au-delà de la création artistique et artisanale, il y avait aussi ce besoin de contribuer à l'économie circulaire, c'est-à-dire faire travailler des gens et surtout les femmes, et pour pouvoir en parallèle donner de la confiance et de l'assurance à d'autres femmes qui ont besoin avec des pièces de vêtements. Donc en fait, moi, c'est vraiment aider les femmes à gagner en confiance et en assurance, et aussi de les élever dans cette économie circulaire pour pouvoir justement faire avancer la cause féminine. Et c'est là où je me suis aperçue que j'étais très engagée, pas qu'au niveau écologique, c'est-à-dire en utilisant des matières qui existent déjà, des matières upcyclées, mais c'était aussi un engagement de faire travailler des femmes, de travailler avec des femmes et des hommes et des femmes aussi qui contribuent à cette économie circulaire. Oui, ah, c'est joli ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à se donner, recevoir aussi, hein. Et Et puis, ce qui m'a donné des ailes aussi, c'est j'avais organisé un défilé de mode. Et puis, en fait, j'avais décidé de prendre des femmes chefs d'entreprise et de les faire sortir de cette zone de confort. Donc, au début, c'était compliqué de les convaincre. Et puis, il y en a voilà qui se sont laissés aller. Et à la fin, justement, de ce défilé-là, mais on a crié dans les coulisses, on a adoré. Donc là, oui, effectivement, j'ai complètement volé. Et en fait, elles m'ont remercié de leur avoir
fait vivre cette expérience-là, de les faire sortir de cette zone de confort. Donc, c'est vrai que nous, en tant que femmes, voilà, on a beaucoup d'injections depuis l'enfance, et puis l'adolescence, et puis l'âge adulte, et parfois, voilà, on se laisse aller, parfois non. Et moi, voilà, c'est cette possibilité justement et de les faire travailler, et puis de les faire sortir un peu de cette zone de confort pour gagner en confiance, en assurance et pour briller. C'est quelque chose, en tout cas, qui me nourrit, moi, humainement. Oui, et puis c'est vrai que dans ta com, hein, tu utilises souvent des termes qu'on retrouve dans le développement personnel et que tu associes finalement Oui, aux vêtements, hein, quand tu parles d'oser briller, de prendre sa place, d'oser se montrer, etc. Donc c'est vraiment, ouais. toi, tu joues sur le fait de, voilà, quand le vêtement est beau, qu'on est bien dans son vêtement, eh ben on va aussi prendre confiance en soi. Ouais, ouais, c'est ce que tu me disais la dernière fois, et c'était très orienté développement personnel. En fait, je me rendais pas compte, mais en même temps, c'est parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et qui m'évoque beaucoup, et en fait, qui m'évoque beaucoup de choses. Et en discutant avec d'autres femmes, et justement, ces femmes-là me disent, mais Swad, moi aussi je ressens ça, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi. En fait, nous partageons justement tous ces sentiments, et oser briller. Je le dis aussi à moi-même, c'est-à-dire que pendant 14 ans, j'ai travaillé dans une entreprise qu'avec des hommes, où on a tendance plus à raser les murs, ou en tout cas à se faire un peu plus discrète. Et ben, à un moment donné, il faut aussi s'affirmer, et au niveau professionnel, lorsqu'on a les compétences pour, faut le montrer, faut effectivement, faut pas le cacher. Et puis physiquement aussi, il faut savoir, voilà, j'ai envie de dire s'imposer limite, mais en toute sobriété, avec élégance, et avec toute humilité, surtout avec beaucoup d'humilité. Oui. Alors, toi, ta particularité, c'est que c'est donc cet aspect, voilà, de mélange finalement, de oser briller, d'être bien dans son vêtement, mais c'est aussi que tu utilises des matériaux un petit peu particuliers. Oui, eh bien, enfin moi comment dire, j'ai utilisé les matériaux qui m'entourent, et puis en fait, moi, sans m'en rendre compte, j'ai grandi avec la seconde main depuis petite, hein. Ma mère, elle nous achetait ce qu'on appelle maintenant la seconde main. C'était des vêtements d'occasion. Donc, j'ai été éduquée avec avec un peu cette culture de faire avec ce qu'on a, d'éviter le gaspillage, et voilà, d'éviter d'acheter pour acheter. Et puis bon, voilà, je suis issue d'un milieu assez modeste, donc on optimisait vraiment l'utilisation des vêtements. Et moi, j'ai grandi avec ça. Et lorsque j'ai créé ma marque de vêtements, pour moi, c'était évident déjà de créer des pièces, des vêtements avec des tissus existants. Et puis, c'est à ce moment-là où j'ai découvert ces stocks dormants, donc des grandes maisons de couture, hein. Pourquoi j'utilise aussi ces tissus-là? C'est parce que ce sont aussi des magnifiques matériaux, et je travaille un vêtement noble, tailleur. Donc, on a besoin, voilà, d'avoir des belles matières pour avoir un magnifique tombé. Et puis, voilà, je sélectionne les matières, les couleurs, en fonction justement de ce que je pourrais créer, voilà, comme pièce. Voilà, donc une belle matière de base pour créer un beau produit. C'est vrai que il y a d'autres choses, mais ta spécificité, c'est quand même le tailleur, que ça s'adresse beaucoup donc aux femmes actives ou dirigeantes. Donc c'est qu'elles se sentent bien dans leur tailleur pour vraiment prendre leur place et oser se montrer et oser Ouais, briller. en fait, et oui, aux ébriers. Au début, lorsque je me suis lancée dans la création, c'était surtout les robes de soirée. Et puis, progressivement, voilà, quand j'ai dessiné des collections, effectivement, ça tournait beaucoup au tailleur. Je suis une ancienne cadre, donc forcément, c'était une pièce maîtresse dans notre quotidien. C'est une pièce comme une sorte d'armure, en fait, hein. Qui nous protège un peu Oui. du monde extérieur. Et puis, en même temps, quand on la porte, hein, pour moi, c'était un choix. C'est-à-dire qu'on impose avec une belle veste bien taillée, avec une belle veste avec une belle matière, et tout de suite, voilà, on dégage un certain charisme, et puis une certaine aisance, une certaine élégance, et puis le psychisme y suit. En fait, c'est ça, c'est ce que moi, en tout cas, j'ai expérimenté, et j'ai réalisé que lorsque on porte une veste, mais vraiment très pointue, eh bien, on va dans un endroit, eh bien, tout de suite, on se fait remarquer, mais on se fait pas remarquer que d'un point de vue physique, c'est aussi au niveau du charisme. Donc, notre corps, il est très à l'aise, on se sent belle, on se sent en confiance, on se sent en assurance, et du coup, tout suit, tout va avec. Que Oui. si on se mettait, voilà, il s'agit pas de se déguiser, mais c'est vraiment d'utiliser des pièces qui fassent ressortir votre personnalité, et surtout, voilà,
qui vous pousse à être vous-même et être la plus authentique possible. Et quand je dis il s'agit pas de se déguiser, c'est que effectivement, si on se force, on met des vestes, enfin des pièces où on se sent étriqué, serré, on se sent pas à l'aise ou justement on se sent déguisé, c'est que il y a pas un alignement qui se fait avec soi. Donc c'est très important. Le vêtement, c'est une seconde peau et il est là pour nous accompagner et nous donner de la force et de nous pousser. Oui, alors j'aime bien en te regardant parce que nous on a la caméra ouverte, donc je te vois faire ces gestes avec tes mains, tu sais, Oui. comme si tu sentais le tissu et tout. Ah ben là, je le vis, là. Je Oui, oui, vis oui. la veste, je la porte, je l'imagine. Je suis quelqu'un de Oui. très visuel, donc Ouais. je me Et moi, voyais vraiment, voilà, entrer dans des espaces avec cette veste. oui. Et moi, en t'écoutant, voilà, moi, je travaille beaucoup. Enfin, les termes que j'emploie, c'est souvent incarner sa posture de dirigeante ou de chef d'entreprise, hein. Et c'est vrai que, C'est ça. ben voilà, le tailleur va aider à ça, hein. Et puis il y a aussi, moi, les souvenirs ben, que je pouvais avoir de quand j'étais gamine, c'était de rêver d'avoir un tailleur Chanel. Tu vois, c'était vraiment comment dire, le symbole du tailleur. C'était Chanel quelque part hein, aussi, hein. Ouais, c'était ça, et c'est pour ça qu'il y a cette particularité artisanale dans mes tailleurs, c'est que je suis franco-marocaine, mais je suis née en France et mes parents sont marocains, et donc depuis petite, j'ai eu la chance de d'aller flâner dans des médinas à Meknès, à Fès au Maroc, les étés pendant les vacances. Et j'ai été très rapidement fascinée par cet artisanat marocain. Et c'est ce qui m'a passionnée, c'est cette haute couture française, ces tailleurs Chanel, Yves Saint Laurent, les confronter à l'artisanat traditionnel marocain. Et en fait, j'ai conjugué ces deux savoir-faire. J'ai voulu prendre les deux meilleurs savoir-faire de mes deux cultures et pouvoir justement les faire fusionner et créer un style unique. Et justement, lorsque j'étais invitée à des mariages ou à des cérémonies, je rêvais d'un tailleur qui fusionnait ces deux savoir-faire. C'est là où j'avais créé mon premier tailleur en tweed. Alors soit on me disait ah c'est le tweed Chanel, bah c'est ce tweed un magnifique tweed beige que j'avais fait avec des galons boutonnés artisanaux qu'on retrouve souvent dans les caftans. Mais c'était en fait ce mélange entre Orient et Occident sur un tailleur très chic, très élégant et Hmm. aussi qui fait parisien. Oui, oh, d'ailleurs, je vous invite, hein, celles qui nous écoutent, je vous invite vraiment à aller voir sur le site, à aller voir ces petits tailleurs, ces modèles dont parle Swad. Merci. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien, hein, le site, c'est Swag, avec un G à la fin, et je vous mettrai le lien de toute façon quelque part dans les notes du podcast. Sinon, Swad, dis-moi, c'est quoi pour toi réussir? Eh bien, c'est une excellente question parce que moi-même, je me la pose souvent et c'est vrai, je me la pose encore. Et pour moi, réussir, je pense, réussir, c'est vraiment réussir à être aligné, je pense avec son corps, son cœur, son esprit et sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait. Parce que lorsque j'étais cadre, justement, j'avais atteint un niveau de ma carrière où je manquais de rien, j'avais un très bon salaire, j'avais un magnifique véhicule de fonction, j'avais, en fait, d'un point de vue matériel, j'avais tout ce dont je désirais. J'ai une belle maison, une belle famille, et en fait, je ressentais quand même un vide. Et c'est là où je me suis aperçue que je comprends, voilà, l'expression lorsqu'on dit l'argent fait pas le bonheur. Moi, c'était impossible de le croire. Ayant grandi dans un milieu très modeste, bien sûr que l'argent contribue à un certain bonheur. Mais en fait, lorsque j'ai eu cette situation confortable, je me suis aperçue que ce n'était pas une fin. Donc pour moi, réussir, c'est vraiment être passionné, être heureux, avoir alors c'est pas un bonheur permanent, parce que je suis en train de dire, c'est que c'est vraiment être heureuse de ce qu'on fait, de ce qu'on est et de tout ce qu'on a accompli. Donc la réussite se cultive au quotidien. Voilà, c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Oui. À la fin de la journée, je peux dire j'ai réussi. Oui, voilà, c'est être satisfaite de ce qu'on a fait, hein. Voilà, et d'être aussi dans l'action, parce qu'il suffit pas d'attendre et que ça tombe tout seul. Donc pour moi, réussir, c'est pouvoir voilà rêver, laisser évader son esprit, et puis mettre en place des actions, les réaliser, et puis choisir les personnes avec qui on veut être, travailler. Enfin, c'est une liberté aussi.
C'est donc la liberté fait partie de la réussite pour moi aussi. Oui, et on entend vraiment cet endroit où dans réussir, c'est à la fois réussir sa vie et réussir Oui, chaque professionnellement. journée. Et chaque journée, voilà, on va le rajouter. C'est en troisième, ça aussi, ouais. Moi, je trouve que c'est important d'essayer de réussir à chaque fois sa journée. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Alors, je ne vais pas partir dans des Ouais. théories fatalistes ou autres. Mais c'est vrai, il faut savoir déjà se contenter de chaque jour qu'on vit et de se dire c'est déjà merveilleux ce qu'on vit au quotidien. Oui, oui, oui. Puis ça rejoint la prochaine question que j'avais envie de te poser, hein, qui était, voilà, mais tu nous as déjà donné des pistes ou tu y as déjà à moitié répondu, mais c'est qu'est-ce qui est important pour toi dans ta démarche et qui donne du sens à ta vie. Oui, et c'est vrai que moi, ce qui donne du sens à ma vie, c'est que effectivement, quand j'ai quitté cet emploi pour faire une reconversion professionnelle, c'est ces questions-là qui m'obsédaient. C'est quelle trace je vais laisser sur cette terre, comment je vais impacter la société, comment je vais impacter le monde. Le monde, c'est quelque chose qui m'obsédait. Et puis en même temps, créer une marque de vêtements, sachant qu'on dit voilà, enfin qu'on sait que voilà la mode, le textile est une des industries les plus polluantes du monde. On se dit mince, est-ce que j'impacte positivement le monde ou pas? Et justement, c'est une des décisions que je m'étais dit. Oui, je vais l'impacter positivement. Je vais faire autrement pour qu'on puisse. Les vêtements, on a besoin de s'habiller. On aura toujours besoin de s'habiller. Donc c'est un besoin fondamental. Donc ce besoin-là, je veux y répondre, mais de manière éthique et éco-responsable. Et ça, c'était déjà un premier levier qui me donnait sens à ma vie. Mais le deuxième, c'est aussi de contribuer à l'émancipation de la femme. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'est venu un peu plus tard, parce que pour avoir travaillé très longtemps avec les hommes, c'est vrai que quand je suis sortie, je voulais m'entourer de femmes. Je voulais, voilà, je voulais collaborer avec des femmes, travailler avec des femmes. Et puis ensuite, en collaborant avec des coopératives, en travaillant avec des femmes artisans au Maroc et en France, je me suis aperçue que il y a un travail à faire et que les femmes, elles peuvent vraiment percer dans l'économie circulaire, hein, c'est-à-dire devenir des très grandes maîtres artisans, de les aider elles aussi à impacter le monde à leur échelle. Donc voilà, c'est toute cette dynamique-là qui me nourrit et c'est en évolution permanente parce qu'à chaque fois je rencontre des nouvelles personnes, je rencontre des nouveaux projets, j'ai des nouvelles idées. Donc c'est quelque chose qui est toujours en train de mûrir, grandir. Et voilà, et j'essaie de voir loin, grand et avec un maximum de personnes pour qu'on puisse avancer voilà, en cohésion et en harmonie. Oui. On sent que waouh, ça te passionne, hein, et ton énergie là, ça pourrait nous emmener loin, Ouais. pourrait continuer longtemps, hein, oui, oui. Si tu veux, et juste, je vais le faire de manière très courte, c'est où je me suis aperçue, j'ai eu un petit déclic, c'est que j'avais assisté à un congrès à Marrakech l'année dernière, et il y avait 400 femmes dirigeantes qui venaient des quatre coins du monde, et là je m'étais dit waouh, et j'ai rencontré plein de femmes avec des histoires passionnantes, et ça m'a fait un baume au cœur parce que je me suis dit voilà, il y a tellement de projets, la femme a une place vraiment à prendre au sein de la société, et pas attendre qu'on nous la donne. Il faut vraiment Oui. qu'on la prenne et qu'on prenne notre vie en main. Oui, oui, Mm. oui, 100% d'accord avec toi, hein, c'est vrai. Et on est trop souvent, hein, à un moment donné, moi j'en ai fait partie aussi, hein, attendre un petit peu qu'on nous donne cette place, mais non, 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 surtout pas. C'est Mm. à nous d'aller la chercher, c'est à nous de la prendre, c'est à nous de l'occuper, parce que il faut pas attendre. Et puis si toi tu le fais pas, moi je le fais pas, ben quelqu'un d'autre va le faire. Ouais, Donc tout à fait. vraiment, si on le veut, si on la veut cette place, ben on y va. Ouais, il faut se battre pour la prendre. Oui, et alors moi, ce qui est intéressant, et moi un peu mon dada à moi, c'est d'y aller, mais avec la force ou avec les qualités du féminin, parce que c'est vrai que moi, comme toi, j'ai travaillé dans un milieu d'hommes, j'étais beaucoup sur en fait ce que j'appelle moi le yang, j'ai beaucoup activé cette part-là de moi, qui a fait que je me suis épuisée. Et donc maintenant, je pense que c'est vraiment Mm. important pour les femmes de pouvoir se dire, ok, on a notre place à prendre, mais on n'est pas obligé de faire comme les hommes. On peut Tout à le fait. faire à notre manière, on peut le faire avec nos valeurs à nous, avec nos qualités à nous, avec notre énergie à nous surtout, hein, justement pour pas s'épuiser. Et je pense que c'est vraiment important d'avancer comme ça. Oui, complètement. Et qu'est-ce que tu dirais de toi et quels sont tes tes points forts et tes qualités? Oui, alors les points forts et les qualités, c'est vrai que lorsqu'on développe son propre projet, c'est une réflexion effectivement qu'on mène parce qu'on est confronté à d'autres environnements, d'autres challenges. Et en tout cas, moi, depuis que je me suis mise à mon compte, je me suis aperçue que bon, déjà, je suis quelqu'un qui adore du coup la liberté.
et qui n'a pas peur d'entreprendre. Donc j'ai un côté mon point fort c'est aller de l'avant, de mettre en place des choses, de créer et puis de pas systématiquement faire comme les autres. Et en fait c'est cette audace, c'est-à-dire être audacieuse. C'est pas parce que tout le monde va pas dans ce même chemin que enfin c'est pas parce que tout le monde va dans ce chemin, je veux dire qu'on est obligé aussi de l'emprunter. On peut se créer d'autres chemins, se frayer d'autres parcours. Donc moi j'ai ce côté effectivement indépendant, audacieux et entreprenant et puis très créative. Et j'adore aussi rassembler les gens, faire briller les autres, voilà, les mettre en valeur. Donc ça, je m'en suis aperçue. Je pense que je l'avais aussi quand j'étais salariée parce que j'adorais former en fait. Oui. Donc je suis dans cette transmission, ouais, voilà, permanente. Donc c'est important de transmettre aux autres, de partager et puis de fédérer et de construire. Donc voilà, c'est ce que, en tout cas, ce point fort-là, c'est d'aller de l'avant. Et quel message tu aimerais faire passer aux femmes? Le message, c'est de surtout de se souder, continuer à se souder, à s'entraider et ne pas avoir peur de faire briller les autres, parce que on parle beaucoup de sororité et il y a aussi quand même de la rivalité parfois entre femmes. C'est important de parler des choses très positives, hein, mais il y a aussi parfois des choses négatives. C'est la raison pour laquelle je vais pas au début, j'étais très contente de travailler qu'avec des hommes parce qu'il y avait certaines expériences qui peuvent être éprouvantes. Mais en fait, je me suis aperçue que parfois, ces expériences négatives lorsqu'on est entre femmes, c'est la peur, c'est les craintes. Et donc en fait, j'ai envie de dire aux femmes de ne pas avoir peur de voir le succès des autres, de pas avoir peur d'aider les autres, de partager le succès d'une femme va contribuer au succès à plein d'autres femmes. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. C'est après, voilà, nous sommes des êtres humains. Il y a la même chose aussi chez les hommes, parce que j'ai vu aussi que quand ils sont qu'au milieu d'hommes, ils avaient tendance un peu à. Mais ça va s'exprimer un peu différemment, mais ça existe aussi, bien sûr. Mais nous, on a quand même certains handicaps ou en tout cas certains itinéraires qui sont difficiles d'accès. Et parce qu'on les a, il faut que nous, on apprenne justement à s'entraider, à se souder. Et l'union fait la force, justement. Donc moi, c'est le message que je veux dire aux femmes. Je sais que c'est une longue réflexion qu'on se pose au quotidien. Il y a une très grande sororité, mais la sororité, elle se crée aussi par l'action et pas par les mots ou l'apparence. Oui. Donc c'est important Oui, c'est d'agir et comment on va l'appliquer dans le quotidien, effectivement, parce qu'il y a souvent des belles c'est paroles, ça. mais finalement, au quotidien, ça ne se retrouve pas. Et donc, si, dans ton message, moi, ce que j'entends aussi, c'est de voir l'autre non pas comme une rivale, mais si elle fait mieux que nous, ben, plutôt de la voir comme un exemple et de se dire, ben, si C'est c'est ça. elle l'a fait, je peux aussi. Et que ça nous tire Je vers peux le le haut. faire. Voilà. C'est pour ça, je te dis ça parce que moi, je suis une créatrice de mode et on m'a dit, mais soit pourquoi on voyait justement, j'avais fait toute une campagne et je mettais en valeur des femmes qui impactent notre société, des femmes impactantes et en fait, voilà, je leur dédiais du temps, un post entier sur leur histoire parce que leur histoire me passionne. Et c'est ça aussi, c'est ce qui nous drive toutes. C'est important justement de montrer le succès de l'une, parce que c'est ce que je te disais, c'est que le succès de l'une va contribuer au succès des autres. Elle va servir d'exemple, elle va nous inspirer. On va voir comment elle a fait. Ah, je peux aussi, je suis capable de faire ça. Ah, moi aussi, je peux m'autoriser. Je peux m'autoriser à réaliser cette action. Parce qu'il y a des femmes parfois qui ne s'autorisent pas et quand elles voient les autres le faire, elles comprennent pas. Mais en fait, il faut s'autoriser soi. Voilà, faut aller de l'avant. Donc, voilà, moi, c'est pour ça, ça me drive vraiment de mettre en avant les femmes, leur parcours et ce qu'elles ont réussi à faire pour qu'on puisse en inspirer et puis qu'on puisse avancer. Et alors, qu'est-ce qui t'énerve aujourd'hui quand on parle des femmes? Et ben justement, c'est ça, on est en 2023 et parfois on dit première femme à avoir réalisé ou première femme qui est astronaute. Et je me dis punaise, que maintenant ou enfin, moi c'est ça m'énerve. Ouais. Je me dis que maintenant où voilà dans les années 60 c'était la première femme à avoir fait ou dans les années 80 c'était la première et je me dis bah ça m'énerve parce que normalement voilà c'est pas suite à comment dire un manque d'intelligence ou autre, c'est parce qu'on leur a mis plus des bâtons dans les roues, on les a conditionnés d'une certaine manière, on les a formatés d'une certaine manière qui ne leur permettait pas de réaliser entre guillemets ces exploits ou cette fonction ou cette activité. Et parfois c'est ça moi qui m'énerve, c'est quand j'entends là, en 2022, 2021, première femme à avoir
Donc là, on voit par rapport à l'équipe de foot, c'est que maintenant qu'on va commencer Oui. à voilà, à applaudir les exploits de footballeuses. Enfin voilà, moi c'est ça qui peut m'énerver. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein. Oui, on est en chemin. J'aurais encore une question, tiens, que j'aime bien poser aux femmes aussi, et surtout aux femmes entrepreneurs, finalement, c'est aussi quelle est ta relation à l'argent? Est-ce que Ah, ça a été simple pour toi de monter ça ou pas? Est-ce que tu as eu justement des résistances, des peurs concernant l'argent? c'est une question très intéressante aussi parce que c'est toujours encore des questions qu'on se pose au quotidien. Et en fait, c'est vrai le rapport à l'argent est différent lorsqu'on est salarié et bah, lorsqu'on Oui, on crée une société et qu'on doit créer justement cet argent. Donc, lorsqu'on est salarié, on subit un peu plus dans le sens où effectivement on travaille, on participe à la valeur ajoutée de l'entreprise. Mais tous les mois, le salaire va tomber. oui, et on n'a pas de responsabilité là-dedans, dans l'argent Et qui rentre. il y a en fait, la responsabilité mentale est différente. Oui, Voilà, on a une responsabilité professionnelle, mais ensuite, alors après, si peut-être les commerciaux qui ont cette responsabilité aussi de faire rentrer des contrats. Mais en tout cas, voilà, quand on crée, on a ce devoir. Là, ça devient un devoir primordial de faire rentrer de l'argent. Et je pense que là, oui, effectivement, j'ai eu un rapport assez compliqué. Donc, je fais pas partie des gens qui vont dire non, j'aime pas l'argent, non, caca, au contraire. Oui, je vais dire j'aime l'argent parce que c'est ce qui me permet de payer des vêtements à mes enfants, de leur payer une scolarité, de leur payer des voyages, etc. Donc, c'est un moyen qui me permet de réaliser des choses. Maintenant, voilà, moi, ce rapport-là, il est sain par rapport à ça. Maintenant, c'est surtout, eh bien, de mobiliser toutes les ressources humaines, techniques, tout ce qu'on peut pour pouvoir créer cet argent. C'est encore autre chose. oui, et c'est ça. Et quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, voilà, il y a aussi des décisions à prendre parfois sur peut-être des investissements à faire. Hein, je suppose que tu as eu Tout à à fait. faire aussi. Donc, et parfois, moi, je vois, voilà, on parlait de plafond de verre tout à l'heure, et parfois, moi, chez les entrepreneurs, je vois un peu ce plafond de verre de ah ben non, là, justement, je veux pas ou j'ai pas d'argent ou je veux pas faire un emprunt pour réinvestir ou pour acheter soit du Mm, matériel, mm. développer quelque chose. Donc c'est vrai que parfois on est un peu dans nos peurs dans ce rapport avec l'argent et c'est ce qui peut empêcher de développer son entreprise ou sa marque. Alors, c'est vrai que moi, sur ce côté-là, justement, j'ai voulu me désinhiber et enlever ces peurs-là. Donc, moi, je sais que j'ai emprunté justement pour pouvoir aller de l'avant et ne pas être bloqué. Je voulais pas que l'argent soit un frein. En fait, moi, dès le début, dans mon entrepreneuriat, je voulais pas que l'argent soit un frein. Et je voulais vraiment dépasser cette créativité et choisir tel partenaire, choisir tel projet par rapport au contenu, pas seulement à cause de l'argent. Parce que parfois, c'est vrai que les décisions, elles peuvent être assez on peut se limiter énormément et se brider se censurer à cause de l'argent. Et en fait, je voulais pas qu'il y ait je voulais pas me brider à cause de l'argent. Maintenant, moi, ça m'a permis, voilà, d'expérimenter certaines choses et d'être beaucoup plus sélective et beaucoup plus stratégique. Et à cause de l'argent, effectivement. C'est-à-dire que vu que j'ai déjà testé, expérimenté, voilà, tel partenaire ou telle prestation ou en tout cas, telle expérience, à l'instant T, je vais être beaucoup plus sélective sur ce rapport qualité-prix aussi. Donc l'argent, oui, arbitre sur certains projets, effectivement, le choix de certaines directions, certaines orientations. Ok, donc tu dirais qu'en tant que chef d'entreprise, tu te sens assez à l'aise ou suffisamment à l'aise, en tout cas avec l'argent. Non, je vais pas dire que je suis super à l'aise forcément parce que il y a toujours il y a toujours des projets à risque. Donc il faut, en fait, tous les projets ne se ressemblent pas. Enfin, toutes les décisions ne se ressemblent pas. Donc à chaque fois qu'il y a une toute nouvelle décision que j'ai jamais Oui. expérimentée, eh bien voilà. Donc parfois je ne suis pas à l'aise parce que est-ce que ça va être un bon investissement? Est-ce que ça va être une bonne décision? On le saura que quand on le fera, alors qu'on a bien identifié un peu tous les paramètres. Donc je vais pas dire 100% à l'aise parce que il y a toujours une zone de voilà de risque, il y a toujours une zone de d'ombre, on ne sait pas. Donc Mais tu y vas. Et tu parlais d'audace tout à l'heure. Hein. En fait, voilà, tu as cette audace aussi qui te pousse et qui t'aide à y aller. j'y vais quand j'ai vérifié pas mal de choses, quand je me renseigne justement un peu sur tous les tenants et aboutissants, sur les risques. Je reste prudente malgré tout.
Mais en même temps, faut pas que ça me bride, parce que sinon, on ne teste jamais, on n'essaie jamais, et en fait, on écoute les autres aussi. Les autres vont dire ah non, ça fait pas parce que ça le fait pas. Et parfois, c'est leur peur à eux, c'est leur crainte ou c'est leur expérience, ou peut-être qu'eux, ils ont investi d'une certaine façon et qu'ils auront, en tout cas, ils ont récolté en tout cas, un mauvais retour sur investissement. Et peut-être toi, la manière dont tu l'as investi avec un certain, enfin comment dire, avec un certain timing, eh ben, tu vas peut-être avoir un retour sur investissement nettement supérieur à lui. Donc parfois, moi, je vais plus me fier un peu sur différents indicateurs qui vont me permettre justement de mieux décider la manière dont je vais utiliser cet argent. Mais il faut pas se dire ah, on peut pas dépenser parce que le souci c'est qu'on va stagner, on n'avance pas. Alors on peut nous dire oui, mais tu peux genre venir en arrière, mais c'est reculer pour mieux rebondir. Jusqu'à présent, moi voilà, c'est toujours un peu, je suis une ancienne gestionnaire, donc je pèse toujours le pour et le contre. Mais effectivement, j'ai emprunté moi au début en tout cas dans l'entrepreneuriat, parce que je ne voulais pas que ça soit un frein sur mes choix décisionnels. Et je sais que effectivement, j'ai un rapport avec l'argent assez prudent. Je ne voulais pas que ça soit un frein et que que ça me bride et que je stagne plus qu'autre chose. Alors, j'ai une dernière question pour toi que je pose à toutes mes invitées, et c'est à quel moment tu te sens dans ta puissance? Je pense qu'en fait, j'ai remarqué que je me sentais en pleine puissance lorsque je suis à un événement. J'ai failli te dire avec beaucoup de femmes, mais en fait, même avec des hommes. C'est-à-dire que je suis féministe, mais quand même mixte. C'est-à-dire que pour moi, pour avancer, il faut avancer avec les hommes. Donc, lorsque je suis dans un très grand événement, au milieu de femmes et d'hommes, à échanger, à faire à partager, à faire des échanges d'expériences. Tout ça, ça me nourrit et je me sens en pleine puissance parce que je reçois beaucoup, j'écoute beaucoup tout ce que les gens ont à raconter, expliquer, et puis je redonne en échange. Donc, en fait, j'ai remarqué voilà, c'est que lorsque je suis dans des événements avec une certaine dynamique et avec des personnes passionnantes, inspirantes, là, je me sens en pleine puissance. Oui, comme si ça te permettait aussi de diffuser ton message d'une certaine manière. De diffuser mon message et en fait de recharger mes batteries. Oui. Lorsqu'on travaille seul en plus dans l'entrepreneuriat, enfin quand je dis seul, c'est-à-dire que on peut avoir une équipe, mais lorsqu'on est chef d'entreprise, on a nos choix, on est seul face à nos décisions. Et, euh, et lorsque justement on va des événements, donc différents événements, ça peut être des congrès, ça peut être des colloques, ça peut être de tout ce qui est networking, il y a il y a un certain écosystème très dynamique, très riche. Et moi, ça me permet de recharger mes batteries parce que voilà, ça se fait beaucoup dans la bienveillance, dans la joie, dans la bonne humeur. Il y a beaucoup de partage d'expériences, il y a beaucoup de conseils qu'on se donne. Mutuellement, que ça soit femme, homme, et ce partage-là, cet enrichissement humain, en tout cas cette connectivité-là humaine, eh bien, j'ai remarqué, c'est là où je me sens en pleine puissance et ça me rebooste pour Oui. plus tard. Ah, Donc génial. voilà, je me recharge avec les autres. Oui. Oui, oui. Mais j'ai besoin de ma bulle de solitude aussi, hein. C'est-à-dire que c'est important aussi pour moi d'avoir des moments seuls avec moi-même et pouvoir me ressourcer. Oui. Mais voilà, quand tu parles de pleine puissance, et effectivement, c'est lorsque je peux, oui, parler aussi de mon projet, de ce que je fais, et puis voir ce que les autres font, et voilà, communiquer dans, dans, dans cette magnifique dynamique. Hmm. Est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui que tu es fière, ou est-ce que tu pourrais dire que tu es fière de ce que tu as fait? Ouais, franchement, je suis très fière d'avoir fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je sais que parfois j'avais du mal à le reconnaître, et puis c'est vrai que lorsque je vois d'où je suis partie et où je suis voilà, tout ce que j'ai accompli en tout cas, et ça m'a vraiment rempli, nourri humainement, intellectuellement. Je suis très fière voilà d'avoir créé et entrepris tout ce que j'ai fait. Et surtout, je sais en tout cas parce que j'avais une phrase qui m'obsédait quand j'étais salariée et voilà, j'étais avec mes enfants, etc. J'avais toujours ce rêve là de dessin que j'avais ces silhouettes qui étaient dessinées dans des blocs et enfermées dans des placards. Et bien ça m'obsédait, et tant que je n'avais pas matérialisé tous ces croquis, toutes ces silhouettes, et bien je pense que ça m'aurait obsédé à vie. Et je suis contente parce que je sais que je ne vais pas vivre avec des regrets, parce que je l'ai fait. J'ai créé ma marque, j'ai créé des vêtements, j'ai réalisé des défilés, j'ai fait des magnifiques shootings, j'ai mis en valeur des femmes
inspirante et tellement magnifique. Donc voilà, il y a encore, je vais pas tout énumérer, mais j'ai fait beaucoup de choses qui me rendent vraiment fière. Et surtout, moi, c'est mes filles qui m'ont dit qu'elles étaient très fières de moi. Et ça, c'est le plus important. Ah là là, oui, super, Ouais, quel beau cadeau. ouais, c'est un très beau cadeau. Donc je suis fière de donner cet exemple-là à mes 3 filles. Oui, ah oui, 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 tellement important, mais oui, d'être un modèle Ouais, pour les autres et pour ses filles d'abord. Ah, c'est magnifique. Ok, ben merci beaucoup, Swad. Mais pour toutes celles qui avec ont plaisir. écouté, ben, je vous invite vraiment à aller voir donc le site Swag, mais aussi d'aller te suivre sur LinkedIn parce que tu postes vraiment des posts qui sont très intéressants, qui sont toujours avec des thèmes vraiment intéressants autour de la femme. Hein. Mm. C'est pas que du vêtement, c'est vraiment autour de la femme, de prendre sa place, d'oser briller. Donc, allez voir sur LinkedIn. Je vous mettrai le lien aussi dans les notes. Et ben, en attendant, moi, je vous dis bye bye et à très bientôt. Et un grand merci encore, Swad. Merci, merci infiniment de m'avoir invitée. Merci beaucoup, Catherine. Au revoir, à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez rester en lien, abonnez-vous à ma newsletter pour avoir encore plus de conseils. Vous trouverez le lien sous l'audio. À bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des Leadeuses, le podcast qui réveille votre puissance féminine.